Merci Gilles pour ton invitation et pour ton amitié. Merci au comité d'organisation de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir de venir à Lille, bien que ce soit un peu brumeux en ce moment, mais à Paris c'est pareil, donc je vous rassure. Alors donc on va effectivement appréhender la préoxygénation avec les données les plus récentes que j'ai pu trouver, notamment cette année. Je vais commencer surtout pour faire un rappel sur, on va dire, les éléments très importants concernant la préoxygénation, parce que souvent on les oublie. Je pense que c'est important de faire un court rappel, puis ensuite effectivement on partira sur les données les plus récentes. Alors, principes généraux de la préoxygénation, l'objectif c'est évidemment d'augmenter les réserves en oxygène de l'organisme, et l'objectif final c'est d'éviter l'hypoxémie et surtout une hypoxie cellulaire au cours de la prise en charge des voies aériennes. Ça, c'est une diapo que je montre toujours parce qu'elle est souvent oubliée et pourtant c'est, je dirais, un élément majeur dans la compréhension des problématiques de préoxygénation chez nos patients. Vous avez ici sur ce diagramme l'évolution au cours de la préoxygénation en eau d'eau pure, l'évolution de la répartition du stockage de l'oxygène dans l'organisme. Et vous voyez que c'est pas rien puisqu'on part à peu près de 1200 millilitres à un peu plus de 3000, 3500, et que l'essentiel se fait au niveau de la capacité résiduelle fonctionnelle. Alors j'insiste toujours là-dessus parce que quand j'interroge les plus jeunes sur où est le stock de l'oxygène au cours de la préoxygénation, peu nombreux sont ceux qui me disent que c'est pulmonaire et peu nombreux sont ceux qui me disent que c'est pulmonaire mais ne savent pas à quel niveau est cette réserve. Donc c'est au niveau de la capacité résiduelle fonctionnelle. Donc la suite, vous verrez, c'est l'essentiel des problématiques sur la préoxygénation. Ça concerne les patients, soit qui sont hypoxémiques au départ, donc les malades de soins critiques, j'en parlerai dans la deuxième partie du diaporama, et puis surtout les patients à petite CRF. Et vous voyez qu'au niveau plasmatique, au niveau du sang, il n'y a aucun bénéfice à attendre puisque le coefficient de solubilité de l'oxygène dans le sang, il est proche de 0, donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt, donc vous voyez que ça reste finalement linéaire. Alors ça, c'est chez les sujets qui ont une saturation en oxygène de l'hémoglobine qui est normale au départ, ce qui n'est pas le cas des patients de soins critiques, donc on peut avoir un bénéfice effectivement de ce point de vue-là. Et vous noterez, et je pense que Gilles sera sensible à ça, qu'il y a une augmentation, certes modeste, mais il y a une augmentation du stock d'oxygène au niveau tissulaire. Et ce stock au niveau tissulaire est extrêmement important puisqu'on peut gagner 30 secondes, voire 1 minute, si on maintient la préoxygénation au moins 3 minutes. J'avance un tout petit peu sur ce que je vais dire ensuite. Concernant les patients obèses morbides, ils ont des petites CRF, donc souvent la FeO2 monte très très vite, et on a tendance à raccourcir la préoxygénation. C'est une erreur, il faut la maintenir au moins 3 minutes, puisque vous allez avoir un bénéfice au niveau tissulaire qui va être particulièrement important à ce moment-là. Donc l'accroissement des réserves se fait, on l'a vu, au niveau pulmonaire, au niveau de la capacité résiduelle fonctionnelle. La capacité résiduelle fonctionnelle, c'est le contenant, et le contenu, c'est la fraction alvéolaire en oxygène. Donc l'idée, c'est de dénitrogener la capacité résiduelle fonctionnelle en faisant respirer aux patients de l'oxygène pur, c'est-à-dire en FiO2 1. Alors il y a eu, il y a quelques années, une discussion autour de cette FiO2 1, parce qu'on sait très bien que plus on fait respirer aux patients des concentrations élevées d'oxygène, plus on crée des atelectasies. Et on s'était posé la question de savoir si c'était finalement une bonne idée de faire respirer aux patients des FiO2 à 1. Et ce papier, vous voyez, qui date maintenant de 20 ans, fait la démonstration que quand bien même il y a un peu plus de création d'atelectasie, eh bien, si vous ne faites pas de la FiO2 à 1, vous réduisez la durée de tolérance à l'apnée. Donc, s'il y a encore des questions de cette nature qui tournent dans les blocs opératoires, la réponse est simple, c'est FiO2 1 pour tout le monde. Alors la FiO2 1, il ne suffit pas de mettre FiO2 1. Faut-il faire la préoxygénation correctement et notamment avoir une interface entre le masque et le visage qui soit étanche. Ça veut dire que tout ce qu'on peut voir et qu'on fait tous, parce que les patients parfois sont anxieux et ne supportent pas qu'on applique correctement le masque, il peut y avoir des fuites. Et sur ce diagramme qui est un diagramme de simulation, vous avez l'évolution en fonction du temps, la fraction expirée en oxygène. Selon que vous avez un masque étanche sur une FiO2 1, donc c'est la situation parfaite, donc vous obtenez bien une FiO2 à 90% qui est l'objectif à atteindre. Et puis si vous êtes à 0,9 de FiO2, vous voyez que votre FiO2 évidemment est beaucoup plus basse.
Si vous avez un masque étanche avec une FiO2 à 0,8, c'est comme si vous aviez un masque posé simplement FiO2 1, donc ce n'est pas satisfaisant. Et évidemment, si vous avez un masque étanche avec une FiO2 à 0,7, c'est comme si vous aviez le masque au-dessus du patient, ce qu'on va encore faire de temps en temps quand on a des patients un peu claustrophobes. Donc, vous voyez que dire qu'on fait de la FiO2 1, c'est oui à condition qu'on ait une vraie FiO2 1, qu'on ait des débits de gaz aussi qui soient élevés, et 3, qu'on ait une étanchéité parfaite entre le masque et le visage, qui n'est pas toujours facile à faire. Ça m'a toujours beaucoup amusé de voir finalement quelles étaient les études qui avaient été publiées concernant les délais avant des saturations dans le cadre de l'utilisation de la ventilation spontanée 3 minutes, qui est la méthode de référence décrite depuis 1955. Et vous voyez le nombre de patients, c'est la deuxième colonne, ça vous donne une idée un petit peu sur le niveau des études de l'époque. Et en tout cas, sachez que si vous faites une préoxygénation dans ces conditions correctes, vous avez 3-4 minutes devant vous pour avoir une saturation qui va descendre jusqu'à 95%. Je vous rappelle que 95% aujourd'hui, c'est la saturation pour laquelle on doit commencer à réfléchir à réoxygéner le patient dans les situations où évidemment on peut le faire, ce qui normalement est à tous les coups. Et si on accepte 90%, vous voyez que c'est les études les plus anciennes, parce que les comités d'éthique maintenant nous interdisent de faire ça, eh bien on a presque 10 minutes. Donc c'est pas rien, et la préoxygénation est vraiment quelque chose de très important. L'autre méthode, vous la connaissez, c'est ce qu'on appelle la méthode en respiration profonde, c'est-à-dire la capacité vitale. L'intérêt de cette préoxygénation, c'est que ça vous permet d'avoir un temps de préoxygénation qui est un peu raccourci. On peut faire 8 capacités vitales en 30 secondes, 1 minute. Il y a un intérêt, notamment sur les césariennes code rouge, où ce type de préoxygénation est faite, puisque chaque minute compte, il faut quand même préoxygéner les patients. Alors ça, c'était les données un peu générales. Maintenant, qu'est-ce qu'on a comme référentiel ? Tout à l'heure, on parlait des référentiels concernant la curarisation et l'intubation. Je voudrais juste revenir là-dessus. Les référentiels qu'on a, ce sont des référentiels qui sont pour la population en général. Donc, utiliser un curare pour l'intubation, c'est pour la population générale. Vous devez suivre cette recommandation. Si vous ne la suivez pas, vous devez justifier de ne pas l'avoir suivie. Pour autant, les différents cas qui ont été cités sont tout à fait justifiés. Mais vous devez effectivement avoir une réflexion à titre personnel et aussi à titre collectif sur, dans ce type de population, bien que le référentiel dise qu'il faut curariser, nous avons une population particulière qui justifie de ne pas curariser et de faire par exemple du rémifentanil. C'est une remarque qu'il faut que vous ayez en tête parce que si vous avez une difficulté d'intubation et que vous n'avez pas utilisé un curare, alors peut-être que vous serez amené à devoir le justifier. Donc il faut que vous puissiez le justifier et pas le justifier dans votre coin tout seul. Vous avez décidé ce jour-là de faire un truc que vous ne faites pas d'habitude. Voilà, c'était juste pour asseoir ce qui a été dit précédemment. Donc, conférence de consensus 2002, ça fait plus de 20 ans. On a envie de dire, ça serait bien de le mettre à jour. Alors, la préoxygénation est impérative, grade E. Grade E, ça veut dire pas de données de la littérature, hein, c'est recommandations d'experts. Mesure de la saturation en oxygène ne permet pas d'apprécier correctement l'efficacité de la préoxygénation. On en reparlera évidemment que la saturation n'est absolument pas un critère correct pour apprécier la préoxygénation. Le monitorage de la fraction expirée en oxygène est recommandé au cours de la préoxygénation. C'est un grade E, là encore, peu de données de la littérature à l'époque, il y a plus de 20 ans. On n'imaginerait pas aujourd'hui au bloc opératoire faire de la préoxygénation sans mesurer la fraction expirée en oxygène. Et l'objectif, c'est d'avoir une FeO2 supérieure à 90%, qui est le témoin d'une dénitrogénation optimale. Et on verra que c'est un objectif louable, mais qu'on n'atteint pas toujours. On a un référentiel plus récent, 2017, qui s'intéresse à l'intubation difficile. Et dans ce référentiel dit que pour prévenir la désaturation artérielle lors des manœuvres d'intubation trachéale ou d'insertion de dispositifs supraglottiques, il faut réaliser systématiquement une procédure de préoxygénation, y compris dans le cadre de l'urgence, à un grade 1+. Un grade 1+, ça veut dire qu'il faut faire. Si vous ne faites pas, il faudra que vous justifiez de ne pas l'avoir fait. Alors, on parle de la préoxygénation, mais évidemment, la préoxygénation, elle s'intègre dans la prise en charge des voies aériennes globales. Donc, il faut toujours penser à quels sont les problèmes de la préoxygénation, quels sont les problèmes de la ventilation prévisible, quels sont les problèmes de l'intubation prévisible. Et donc, vous le savez, mais dans toute évaluation du patient préopératoire, on doit évaluer effectivement ces différents paramètres. Je me permets de vous rappeler la RFE sur curare et décurarisation, qui c'était tout à fait nouveau, notamment pour les plus anciens, d'être autorisé à faire un curare avant de vérifier la ventilation, puisque nombreux sont les études qui ont montré que les curares amélioraient la ventilation au masque
Et de plus, si on a des difficultés de ventilation au masque, de faire un curare, c'est améliorer la ventilation au masque. Donc on a levé en partie, puisque ce n'est qu'un grade 2, hein, c'est-à-dire que les données de la littérature sont en faveur, mais pas suffisamment pour faire un grade 1. Vous êtes autorisé à faire un curare avant la ventilation au masque, dans une population évidemment un peu sélectionnée quand même. N'allez pas choisir des patients pour lesquels il y a des critères de ventilation et d'intubation difficiles chez ces patients. On a fait un premier papier, oui, en 2019, publié dans le British Journal of Anesthesia, sur l'incidence et les facteurs de risque d'hypoxémie après une préoxygénation dans le cadre d'un bloc opératoire d'anesthésie générale dans une population tout venant. C'est une étude qu'on a faite dans 3 centres. Et vous avez sur ce diagramme représenté les incidences en fonction du type de prise en charge. MV, c'est la ventilation masque, donc c'était surtout de l'endoscopie digestive. SGA, c'est les dispositifs supraglottiques. MV plus TI, c'est ventilation masque plus intubation, classique. Et puis RSI, c'est l'induction en séquence rapide. Donc vous voyez que dans ces 4 approches, la fréquence de l'hypoxémie, dont la définition c'était une saturation qui passait en dessous de 95%, vous voyez que l'induction en séquence rapide est une situation à haut risque de désaturation. Je vous disais que le problème de la préoxygénation, c'était quelque chose qui était combiné avec les problèmes de ventilation au masque difficile et d'intubation difficile. Dans ce même travail, on montre que d'abord, vous voyez que la fréquence de désaturation, toujours pareil qu'un cut-off à 95%, était de presque 7%, ce qui n'est quand même pas rien, une population générale. Et que dans les facteurs de risque, on trouvait le fait qu'on n'avait pas obtenu 90% de fraction expirée en oxygène, mais aussi chez les patients chez qui il y avait des problématiques de ventilation masque difficile et d'intubation difficile. On a envie de dire que les trois items sont liés et qu'il faut être particulièrement prudent lorsque vous avez déjà des critères prédictifs de ventilation ou d'intubation difficile. Soyez extrêmement prudent et attentif sur les éléments de préoxygénation. Alors, on a vu que tout se joue sur la CRF. Alors, quels sont les patients à petite CRF? Vous le savez, c'est le sujet obèse morbide. Vous avez une corrélation tout à fait évidente entre l'évolution de la CRF et l'IMC. Diminution de tolérance à l'apnée qui est proportionnelle à l'IMC. Ça, c'est des vieux papiers déjà. Et puis, vous avez la parturiente à terme, là aussi, diminution de la CRF en fonction de l'âge gestationnel. Petit papier ancien, il y a plus de 20 ans, sur un petit collectif, mais on imagine bien que ce n'est pas une population sur laquelle on peut faire beaucoup de recherches, qui montrait un bénéfice sur la respiration profonde en capacité vitale, avec on atteint la fraction expirée en oxygène à 90% beaucoup plus rapidement en faisant de la respiration profonde. Ça peut être intéressant, notamment sur des codes rouges. On va y revenir. On a fait un travail qui a été publié en 2020 dans le British Journal, où on s'est intéressé justement au code rouge, donc les césariennes en urgence. C'était un travail qui était assez laborieux, 17 maternités en Île-de-France, un peu moins de 1000 césariennes code rouge, donc c'était quand même assez difficile d'avoir ce collectif de patientes. Et l'idée, c'était de regarder effectivement la fréquence de problématiques de voies aériennes, de désaturation, dans une population effectivement très sélectionnée. Comme vous le savez, l'anesthésie générale au cours des césariennes en urgence, elle ne se fait que dans des situations tout à fait extrêmes de code rouge, et encore quand les parturientes n'ont pas d'anesthésie locorégionale. Dans ce travail, on a montré que la désaturation, donc toujours pareil avec un cut-off à 95%, eh bien, on retrouvait à peu près 20%, ce qui correspond au premier travail qu'on avait fait dans les RSI, à quelle désaturation on est. Et surtout, vous voyez que la fraction expirée en oxygène inférieure à 90%, c'est-à-dire l'échec de préoxygénation, on peut parler comme ça, eh bien, c'était à peu près 50% de la population. Donc, on le sait que c'est difficile d'obtenir chez certaines populations l'objectif d'une fraction expirée en oxygène supérieure à 90%, et probablement que dans les césariennes code rouge, la préoxygénation est peut-être un peu écourtée quand on a vraiment affaire à des vrais codes rouges.
Alors, des données un petit peu plus récentes, qu'est-ce qu'on sait sur l'oxygénothérapie nasale au début? On est toujours en anesthésie. Je vais reprendre vraiment 2-3 papiers principaux qui sont des méta-analyses. Celle-ci compare donc au début en oxygène nasal versus la préoxygénation avec un masque facial. Et vous voyez qu'il y a un bénéfice sur cette méta-analyse à utiliser l'oxygénothérapie à haut débit nasal, avec un bénéfice qui est presque de 2 minutes si on poule l'ensemble de ces études. Une autre méta-analyse avec les mêmes objectifs, à peu près les mêmes études et qui conclut exactement à la même chose, c'est-à-dire un bénéfice de l'oxygénothérapie nasale à haut débit versus le masque facial. Ce sont des résultats bruts qui ne prennent pas en compte les difficultés potentielles de la mise en œuvre de effectivement cette technique par rapport à un masque facial dans la population en général. En ce qui concerne la ventilation non invasive, alors vous avez ici aussi, qui est faite par la même équipe d'ailleurs, une méta-analyse qui teste donc la ventilation non invasive pour la préoxygénation versus le masque et qui sépare deux types de populations, la population obèse et la population non obèse. Poulet globalement, là encore, cette méta-analyse montre le bénéfice de faire de la ventilation non invasive avec un bénéfice qui est à peu près d'1 minute 30 en moyenne sur l'ensemble de cette population. Un papier qui est récent puisqu'il date de cette année, publié dans le British Journal. Donc c'est une revue systématique et surtout une méta-analyse, ce qu'on appelle en réseau. Alors qu'est-ce que c'est qu'une méta-analyse en réseau? C'est une approche qui est assez séduisante. Je ne suis pas méthodologiste, donc j'imagine qu'il peut y avoir un certain nombre de biais dans ce type d'approche. L'idée, c'est de prendre toutes les études qui abordent la préoxygénation. Et par exemple, si vous avez une étude qui fait masque versus VNI et que vous avez une autre étude qui fait VNI versus oxygénothérapie nasale à haut débit, eh bien, ça va permettre de comparer le masque à l'oxygénothérapie à haut débit. Vous voyez, ça permet effectivement de faire des comparaisons de techniques alors que ces techniques n'ont pas été comparées entre elles. Bon, c'est ce qu'on appelle les méta-analyses en réseau. En tout cas, c'est ce que j'ai compris. Je ne suis pas, vous l'avez saisi aussi, je ne suis pas méthodologiste. Sur ce petit diagramme, vous avez le poids en fait des études. Vous avez ici la ventilation qui est faite au masque. Ici, c'est en respiration profonde. Ici, c'est en pression, en support pression, et puis oxygénothérapie au nasal à débit. Cette étude elle est intéressante parce qu'elle compare systématiquement la position allongée à la position proclive. Et dans les résultats, vous voyez que ce qui apparaît intéressant, c'est que dans cette méta-analyse, encore une fois, méta-analyse en réseau, ce qui va être le plus efficient, en tout cas dans ce travail, c'est l'oxygénothérapie au débit nasal en position head-up, c'est-à-dire avec 15-20 degrés de proclive. Conclusion de ce travail, c'était que la durée d'apnée sans désaturation, l'oxygénothérapie au débit nasal apparaissait supérieure à toutes les autres approches et que la position proclive était largement supérieure à la position supine. On l'oublie souvent, ça. Ça marche tout le temps, ça marche dans toutes les populations, sauf chez la femme enceinte. Donc, on peut penser que globalement, il faudrait utiliser 15-20 degrés de proclive systématiquement chez tous les patients. Ça vous fait gagner 1 minute à peu près avant désaturation. Je ne pense pas qu'on le fasse systématiquement. Sur la fréquence de désaturation, le support en pression est la technique la plus appropriée. Il y a une autre méta-analyse en réseau qui donne à peu près les mêmes données. Alors la réanimation, c'est le modèle idéal de désaturation au cours de l'intubation. Vous le savez pour ceux qui travaillent en réanimation, réduction du volume pulmonaire, bas rapport ventilation-perfusion, un taux d'hémoglobine qui est faible, une augmentation de la consommation d'oxygène et une intubation difficile. Les deux études ont montré qu'il y avait un peu plus de 10% d'intubation difficile, vous vous rendez compte, par rapport à ce qu'on observe au bloc opératoire. Alors l'équipe de Samir Jaber, qui a, comme vous le savez, beaucoup travaillé sur toutes ces approches de voie aérienne et de ventilation, avait fait un travail il y a presque 20 ans dans cette service de réanimation et il observait qu'il y avait effectivement 25% des patients au cours de l'intubation
qui présentait une désaturation, alors des vraies désaturations, en dessous de 80%, et puis il y a du collapsus, un quart des malades, et puis il y a de l'arrêt cardiaque, il y a de la mort, enfin, c'était une époque où on considérait presque ça normal, pour faire court, on considérait ça normal, voilà. Donc c'est bien de temps en temps de faire des études observationnelles et d'enfoncer un petit peu le clou. Et alors donc là, on s'est dit qu'il faudrait peut-être faire quelque chose. Alors il y a un monsieur en 2005, l'année qui précédait, qui s'appelle Monsieur Moore, un Américain, et vous verrez qu'on peut faire des études dans des beaux papiers avec 3 fois rien. Lui s'est intéressé à l'évolution de la PaO2 après 4 minutes de préoxygénation. Il a étudié deux populations, la population bloc opératoire qui va bien, et la population de réanimation qui va moins bien. Et ce qu'il s'aperçoit, c'est quand on fait une préoxygénation correcte, en chirurgie programmée, on a un bénéfice de PaO2 qui est de 325, donc on voit bien que ça sert à quelque chose, la préoxygénation. Et quand on fait une préoxygénation, là on parle de préoxygénation classique, on voit que le bénéfice, il est nul, pour faire court. Alors il a regardé qu'il y avait 2 types de populations. Il y a la population qu'on intube pour des problèmes de sécurisation des voies aériennes, notamment les malades neuro, où là on voit que la préoxygénation est utile puisqu'on a un bénéfice de 100 points de PaO2. Et chez les malades hypoxiques, la préoxygénation ne sert à rien. Alors pourquoi elle ne sert à rien? Parce que les malades sont déjà sous oxygène, vous avez bien compris. Bon, elle ne sert à rien, donc il faut qu'on fasse quelque chose. Donc il s'est trouvé qu'on a été ensemble avec Samir Jaber à Henri Mondor à Créteil en réanimation et qu'on s'est posé la question d'utiliser la ventilation non invasive pour la préoxygénation des patients de réanimation. Ce qui était à l'époque choquant, c'était qu'en réanimation, que ce soit en réanimation médicale d'ailleurs, et même en réanimation chirurgicale, les patients qui étaient sous VNI, quand on les préoxygénait, on enlevait la VNI, on les mettait au masque. Si, c'est vrai, on le faisait. Et donc on s'est dit, on va tester une étude où on va tester la VNI versus la préoxygénation au masque. On a eu beaucoup de mal à la faire parce qu'à l'époque, c'était considéré comme dangereux. On avait peur de les maladies inhales, etc. Et à l'époque, on a été aidé par Laurent Brochard qui nous a soutenus pour faire ce travail. Petit collectif de patients, 25 patients dans chaque groupe. On a quand même réussi à le publier dans une bonne revue qui est l'American Journal. Et on a montré pour la première fois que la VNI avait une efficacité certaine pour la préoxygénation des patients. Une SPO2 qui baissait beaucoup moins lorsqu'on faisait de la VNI, des données en valeur absolue de la SPO2, groupe VNI, groupe contrôle, et puis on avait fait des gaz du sang séquentiels, c'est pour ça qu'on n'avait pas fait non plus 50 malades, où on montre bien qu'on a un bénéfice en PaO2 qui est massif, puisque quand on fait de la VNI, vous voyez, on arrive à des valeurs de PaO2 entre 200 et 250. Donc ça, c'est le premier papier qui a été fait sur la ventilation non invasive. Je reviens toujours sur les référentiels. Aujourd'hui, le référentiel sur intubation-extubation du patient en réanimation, c'est 2016. Cette étude avait été utilisée pour dire qu'il faut probablement utiliser la VNI pour la préoxygénation des patients hypoxémiques en réanimation. C'est un grade 2, compte tenu des faibles études à l'époque sur le sujet. Alors on était tout content de ça, et bon, vous voyez, il s'est passé un peu de temps quand même, et on a décidé de faire une étude multicentrique, et on faisait l'hypothèse que si les malades désaturés au cours de l'intubation, en réanimation, peut-être qu'il y avait des conséquences sur la suite de ces patients. Et donc on a fait une étude multicentrique, randomisée, VNI versus masque facial, avec des patients, vous voyez, un SAPS2 à près de 50, score SOFA entre 6 et 7, et des rapports PaO2 et FiO2 de l'ordre de 130, donc des vrais malades de réanimation et des vrais malades hypoxémiques. 100 malades dans chaque groupe. Là, on a été étonné parce que les résultats, ils étaient nègres, c'est-à-dire qu'on n'avait pas de bénéfice de la VNI versus la préoxygénation au masque, vous voyez. Les SPO2 inférieurs à 80 de l'ordre de 1%, non significatif, en tout cas sur ce critère-là. Par contre, on a enfoncé le clou sur le fait que si on prenait le groupe de patients qui étaient sous VNI au moment de l'inclusion, quand on enlève la VNI et qu'on passe au masque, c'est une catastrophe. Donc j'espère que ça ne se fait plus. Le patient qui est sous VNI, qu'on décide d'intuber, on le laisse sous VNI, on met une FiO de 1 et puis on fait une induction séquence rapide sous VNI, on enlève le masque et puis on intube. Puisque vous voyez que 16% de désaturation dans le groupe préoxygénation si on a maintenu la VNI, et si on passe au masque facial, on a 40% de désaturation. Donc ça, je pense que c'était une façon d'enfoncer le clou. Alors évidemment, j'aborde ici le dernier papier qui date de juin 24, qui est donc un New England Journal of Medicine,
et qui aborde donc la ventilation non invasive pour la préoxygénation au cours de l'intubation en urgence. Alors je vous la résume, c'est une étude américaine, prospective randomisée, essentiellement des malades de réanimation, 3/4 réanimation, 1/4 dans les services d'urgence. La ventilation non invasive, c'est une FiO2 1 avec une PEP à 5 et un aspiratoire à 10 versus O2 au masque, 15 litres par minute. Éligibilité, il y avait 4500 malades éligibles, il y en a eu 1300 qui ont été inclus, c'est-à-dire un peu plus d'un quart, des IH2 modestes puisqu'ils étaient à 17. Les exclusions, c'était les vraies urgences, la VNI préalable, le risque d'inhalation, l'agitation et aussi quand le praticien considérait que ce n'était pas une bonne idée d'inclure le malade. Bon, là, on comprend bien que ça peut effectivement poser question, mais c'est une étude ouverte, c'est forcément comme ça, et tant mieux d'ailleurs pour les patients. Alors, c'est de la laryngoscopie directe. Bon, c'est à prendre en considération aujourd'hui parce que la laryngoscopie directe sur des intubations a priori difficiles en réanimation, ça se discute quand on sait utiliser évidemment les vidéolaryngoscopes. Voilà ce que nous savons utiliser. Un cas recevait quand même de l'oxygénothérapie nasale à haut débit avant la randomisation. Le critère principal de jugement, c'était une hypoxémie avec une saturation inférieure à 85, donc un vrai critère de jugement solide, 2 minutes après l'intubation, parce qu'on sait que les désaturations interviennent un petit peu après l'intubation. IGS de 17, j'ai déjà dit, et le rapport PaO2 et FiO2 était 270, donc pas des malades très hypoxémiques finalement. Et pour autant, les résultats sont positifs en faveur de la VNI, puisque réduction significative de désaturation, 9% versus plus de 18% dans le groupe masque. Et donc la conclusion de l'étude, c'est la VNI est supérieure à l'oxygénothérapie au masque pour la préoxygénation dans cette population, donc New England 2024. En ce qui concerne l'oxygénothérapie nasale à haut débit, une étude qui a été publiée en 2019 par Michael Wursch et qui montre qu'il n'y a pas de différence significative entre le masque et le haut débit en oxygène sur des malades qui étaient peu hypoxémiques, des PaO2 et FiO2 supérieurs à 200, à peu près 100 malades dans chaque groupe. Un Lancet Respirator Medicine 2019 par l'équipe de Pratt qui a testé la ventilation non invasive versus l'oxygène nasal à haut débit pour les patients de réanimation d'insuffisance respiratoire aiguë. Les deux diagrammes représentent ici des patients avec une hypoxémie relativement sévère, une PaO2 et FiO2 inférieure à 200. On est à la limite de la significativité en faveur de la VNI. Il n'y a pas de différence significative chez les patients qui ne sont pas hypoxémiques sévères. De quoi on dispose en termes de référentiel sur l'oxygénothérapie nasale à haut débit. C'est un référentiel qui date de 2016, qui était antérieur aux études les plus récentes que je vous ai montrées. Uniquement un avis d'experts. Les experts étaient d'accord entre eux, c'est toujours ça de prix, pour dire que c'était une bonne idée de le faire chez les patients de réanimation qui n'étaient pas hypoxémiques sévères. Les hypoxémiques sévères allons plutôt sur de la ventilation non invasive. Alors, je ne peux pas m'empêcher de montrer le papier de Samir Jaber qui s'était intéressé finalement à combiner, alors en pratique, combiner l'oxygénothérapie nasale à haut débit et la VNI, ça commence à devenir peut-être un peu compliqué. En tout cas, il l'a fait, publié dans Intensive Care 2016, et il montre que l'oxygénothérapie nasale à haut débit plus la ventilation non invasive fait mieux que la ventilation non invasive. Petit point quand même particulier, c'est qu'il faut toujours faire attention au groupe contrôle, parce que le groupe contrôle, vous voyez que lui, il ne désature pas, alors que les malades de réanimation, même sous ventilation non invasive, normalement désaturent. Donc le groupe contrôle est peut-être un petit peu discutable sur l'efficacité d'ajouter de l'oxygénothérapie nasale au début. En tout cas, c'est une piste à poursuivre certainement. Bon, je ne pouvais pas m'empêcher de vous parler de cet indice de réserve en oxygène qui est possiblement quelque chose d'intéressant. En tout cas, ce sera à étudier. Bon, vous savez que la problématique de la saturation, c'est que c'est une sigmoïde et que si on dit qu'à partir de 95%, il faut penser à réoxygéner, c'est parce qu'on sait qu'au-delà de 95%, on va avoir une désaturation qui va être extrêmement rapide, puisque ce n'est pas une courbe qui est strictement linéaire. Et donc, c'est vrai qu'on est un petit peu aveugle de la chute qui va arriver. L'ORI, en fait, pour faire très court, parce que je ne suis pas un spécialiste de l'ORI, c'est que ça vous donne une idée de la PaO2. Voilà, de la PaO2 dans un range qui est entre 100 et 200. Voilà. Et que peut-être que cette mesure
qui est une mesure non invasive, peut permettre d'anticiper un peu. En tout cas, il y a quelques papiers, des micro-papiers qui montrent que ça pourrait anticiper un petit peu sur la désaturation et donc d'anticiper sur la réoxygénation lorsque c'est possible sur un certain nombre de patients. Alors, je vous ai parlé de ça parce que je pense qu'il va y avoir un certain nombre de papiers et il y a une étude qui va débuter ou qui a peut-être déjà débuté, qui est une étude française. Il y a toute une équipe de réanimation en France qui va donc tester cette ORI versus la saturation pour se déterminer si effectivement c'est une approche qui peut être intéressante chez les malades de réanimation. Moi, je me pose une question quand même, c'est pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de mesure de la fraction expirée en oxygène en réanimation, même si on sait qu'il y a un certain nombre de limites, notamment en raison de l'interface masque, etc. Mais enfin quand même. Moi, ça fait 20 ans que je suis choqué qu'il n'y ait pas ça. On est anesthésiste réanimateur, ça ne nous viendrait pas l'idée de ne pas utiliser ça au bloc. Et en réa, il n'y a pas ce monitorage, sauf exception. Et je me demande pourquoi. Donc, si quelqu'un a envie de faire une étude là-dessus, je pense que ce serait pas mal aussi, de le combiner avec l'ORI et la saturation. Pour résumer, 24 préoxygénation anesthésie, force 1, c'est-à-dire la force la plus élevée. Ce qui est démontré, FiO2 1, vous avez vu ce qu'une FiO2 1, il ne suffit pas de mettre FiO2 1. Attention à l'interface, attention au débit aussi, surtout si vous faites de la respiration profonde, que vous ayez des hauts débits. VT 3 minutes ou respiration profonde, objectif FiO2 90%. Force 2, le proclive, franchement faites-le systématiquement le proclive, sauf contre-indication, il y en a très peu. La pression positive, chez l'obèse bien sûr, mais pourquoi pas les autres, et l'oxygénothérapie à haut débit. En réanimation, la ventilation non invasive chez les patients hypoxémiques sévères, l'oxygénothérapie nasale à haut débit chez les patients peut-être un peu moins hypoxémiques, combinaison des deux, avoir la faisabilité, et évidemment le masque facial, vraiment quand on ne peut pas faire au